Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la retranscription d'un entretien assez déroutant avec un trader qui s'appelle Steven Dax. Oui, et les chiffres sont vertigineux. Carrément. Il serait parti de 27 000 $ pour arriver à plus de 50 millions. Alors, on le précise tout de suite, hein, Absolument. le but, c'est pas du tout de donner des conseils financiers. On est là pour jouer un peu les détectives et décortiquer la mentalité derrière une performance pareille. C'est une excellente précision. Parce qu'en lisant, on s'aperçoit vite qu'on est à l'opposé complet du cliché du trader. Ah oui, hein. Pas de formule magique, pas de secret incroyable, non. À la place, il y a un système rigoureux, presque obsessionnel, et tout est construit autour de la psychologie. La psychologie humaine. Et la gestion du risque, c'est comme s'il avait passé plus de temps à étudier les failles de notre cerveau qu'à regarder des graphiques en fait. C'est exactement ça. Et son histoire est pleine de paradoxes. Comment il a pu apprendre un métier pareil en 6 mois seulement, hein? Alors que certains y passent leur vie. C'est ça. Et puis cette philosophie étrange qui le pousse à traiter ses gains comme s'il s'agissait de pertes. Et surtout, cet outil mental qu'il a dû créer pour se protéger de lui-même, De son propre ego. après avoir gagné 20 millions de dollars en un seul mois. C'est ça qu'on va explorer. Allez. Alors, commençons par le commencement, l'apprentissage. Comment on apprend un métier aussi complexe en 6 mois? Alors, les sources disent qu'il y avait une urgence, une situation financière familiale un peu délicate. Ce qui explique l'intensité. 10 heures d'études par jour. Exactement. Mais c'est sa méthode qui est vraiment originale. Il a tourné le dos à toutes les success stories. C'est-à-dire? Au lieu de lire des livres sur comment devenir riche, il a décidé de se concentrer uniquement sur les échecs, sur les pertes monumentales des autres traders. C'est complètement contre-intuitif. Et ça va à l'encontre de toute la culture de la performance qu'on nous vend, quoi. Lui, il a fait l'archéologie de l'échec. Et ça lui vient d'où cette idée? De sa formation d'ingénieur, c'est ce qu'il explique. Pour lui, une voiture qui fonctionne, c'est le résultat de milliers de prototypes qui ont échoué. De tests qui ont mal tourné. Voilà. La réussite, c'est juste la somme de tous les échecs qu'on a corrigés. Et il a appliqué cette logique au trading. D'accord. Mais concrètement, étudier les pertes, ça veut dire quoi? Il ne lisait pas juste des articles de blog, j'imagine. Non, non, c'était bien plus profond. Il a compilé une sorte de base de données de centaines, voire de milliers de transactions perdantes. Ah oui, quand même. Et pour chacune, il essayait de reconstituer le fil des pensées du trader. Il se demandait à quel moment, là, cette personne a perdu le contrôle. À quel moment la peur a pris le dessus, ou l'avidité? Précisément. C'était un vrai travail de détective psychologique. Il ne cherchait pas une erreur technique dans le graphique, mais une faille émotionnelle. C'est incroyable. Oui, il donne un exemple classique, celui du trader qui subit une perte et qui, au lieu de l'accepter, double sa mise sur la transaction suivante. Pour se refaire, le fameux revenge trading. C'est ça. Une réaction purement émotionnelle. Une vengeance contre le marché. En analysant des centaines de cas comme celui-ci, il a appris à identifier les signaux avant-coureurs. Il a compris la séquence. Exactement. Et en faisant ça, il s'est en quelque sorte vacciné contre ses impulsions avant même de risquer un seul dollar. Il a internalisé les cicatrices des autres pour ne pas avoir à subir les siennes. C'est brillant et un peu glaçant à la fois. Oui, il a construit son savoir non pas sur l'espoir de gagner, mais sur la certitude que les humains, sous pression, font toujours les mêmes erreurs. C'est exactement ça. La psychologie humaine est devenue une variable prévisible dans son équation. Et cette discipline, cette méfiance, on la retrouve de manière encore plus frappante dans sa gestion de l'argent. C'est là que ça devient vraiment déroutant. Ah oui, ça règle sur les profits. Voilà. Quand il fait un gros gain, il retire immédiatement environ 80% de la somme. Oui, mais ça c'est juste la partie mécanique. Le plus étrange, c'est ce qu'il se passe dans sa tête. Expliquez-nous. Il se force à réécrire l'histoire. S'il gagne 1 million et qu'il en retire 800 000 $, il ne se dit pas « super, j'ai gagné 200 000 net ». Non. Non, il se répète et il insiste vraiment là-dessus « j'ai perdu 800 000 $ sur cette transaction ». Attendez, mais comment c'est possible de se convaincre d'un truc pareil? On vient de sécuriser l'argent sur son compte en banque. Est-ce que c'est juste de l'autosuggestion? C'est plus que ça, c'est une technique de recadrage mental. Il ne cherche pas à se convaincre qu'il a vraiment perdu de l'argent. Il cherche à simuler la sensation de la perte. La prudence, le doute. Voilà. Le but est de court-circuiter l'euphorie. Après un grand succès, le cerveau est inondé de dopamine, on devient trop confiant, arrogant même.
C'est là qu'on fait des bêtises. C'est là que les traders perdent tout. En se forçant à ressentir cette perte artificielle, il appuie sur un bouton de réinitialisation émotionnelle. C'est un hack de son propre cerveau, en quelque sorte. C'est un coupe-circuit. Il aborde la transaction suivante avec l'humilité d'un perdant, pas l'arrogance d'un gagnant. Et pour les vraies pertes, il fait comment? Alors là, c'est dans l'autre sens et c'est encore plus discipliné. S'il fait une erreur, s'il perd de l'argent, il réduit immédiatement la taille de sa position suivante de 50%. Tout de suite. Immédiatement. S'il enchaîne une deuxième perte, il réduit encore de 50%. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il retrouve la confiance avec un gain. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Ils augmentent les risques pour effacer la perte. C'est ça, lui, son système est conçu pour le forcer à se calmer, à réduire son exposition quand il n'est pas au top mentalement. C'est un système de survie qui le protège de lui-même. Ce qui est frappant, c'est que son système n'est pas du tout optimisé pour maximiser les gains à court terme, Pas du tout. Il sacrifie des profits potentiels. au nom de la survie à long terme et de la stabilité. C'est la clé. Il ne joue pas pour faire le plus gros coup. Il joue pour ne jamais être sorti du jeu. Ce qui nous amène logiquement au cœur de sa stratégie. Si tout est basé sur la psychologie, comment ça se traduit concrètement dans ses décisions? Alors, il donne un exemple très parlant. Imaginez une action qui s'effondre. Elle passe de 10 $ à 1 $. Un désastre. D'accord. 6 mois plus tard, miracle, elle remonte soudainement à 7 $. Il nous dit de nous mettre à la place de l'investisseur qui a acheté à 10. Cette personne a vu son capital fondre de 90%. Elle a dû passer des nuits blanches. Exactement. Et quand l'action remonte à 7, sa première pensée, c'est pas « génial, ça va peut-être remonter à 10 ». Non, c'est enfin, je peux sortir en limitant la casse et mettre fin à ce cauchemar. Voilà. C'est une vente de soulagement. Et lui, il attend ce moment précis. Il sait que des milliers d'investisseurs piégés pensent la même chose, au même instant. C'est ça. Il se positionne donc pour vendre à découvert, pour shorter, comme on dit. Il parie sur la baisse. Il parie sur la peur et le soulagement des autres. Mais ce n'est pas juste une intuition, un feeling. Non, justement. C'est là que l'ingénieur en lui refait surface. Il ne se contente pas de dire « les gens vont vendre », il quantifie. C'est-à-dire, Il a analysé des années de données pour répondre à des questions très précises. Est-ce que ce schéma est plus fort sur les petites boîtes ou les grandes baies? Dans quel secteur? il a tout analysé. Après des milliers d'exemples, il peut affirmer que, par exemple, pour une petite entreprise tech, avec tel volume, après une telle chute, la baisse moyenne qui suit est de, disons, 26,4%. Ce n'est plus de l'art, c'est de la science. C'est de la science actuarielle appliquée au comportement humain. Et c'est ça qui explique pourquoi il est presque exclusivement un vendeur à découvert, à 98-99%. Oui, il a juste constaté statistiquement qu'il y a plus de configurations gagnantes à la baisse, basée sur la panique, qu'à la hausse, basée sur l'optimisme. Il mentionne aussi un type d'action qu'il évite comme la peste, les biotech. Ah oui. Et la raison est purement psychologique. Il dit qu'il a déjà gagné beaucoup d'argent avec, mais que le stress, l'irrationalité de ce secteur, c'est trop épuisant. C'est un casino en fait. C'est ça. Une action peut faire plus 300% ou moins 80% en une journée sur une simple annonce. Même quand il gagnait, l'effort mental était si intense qu'il a décidé que ça n'en valait pas la peine. Il protège son énergie mentale comme il protège son capital. Pour lui, la tranquillité d'esprit, c'est une composante de la performance. Mais même avec un système aussi rigoureux, il reste l'ego. Et apparemment, il a failli tout perdre à cause de ça, même après cet épisode incroyable. Les 20 millions de dollars en un mois, En 2021, c'est peut-être la partie la plus folle de son histoire. c'est un moment charnière. Et il le raconte avec beaucoup d'honnêteté. Après ce mois exceptionnel, il le dit lui-même. Mon ego était hors de contrôle. Je pensais que j'étais un dieu que je ne pouvais plus perdre. Classique. Et la conséquence a été immédiate et brutale. Les mois suivants, il a enchaîné les pertes. Près d'1 million de dollars qui partent en fumée sur des transactions qu'il qualifie lui-même de stupides, Des décisions impulsives. qui violaient toutes ses propres règles. L'euphorie l'avait rattrapé et avait détruit sa discipline. Et c'est cette expérience, ce quasi-crash, qui le pousse à créer son outil le plus personnel, la calculatrice du trader parfait. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une simple feuille de calcul, mais le concept est génial. À la fin de chaque journée, il y rentre toutes les opportunités de transaction qui correspondaient parfaitement à sa stratégie, Celle qu'il aurait dû prendre. celles qu'un robot, un trader parfait sans aucune émotion, aurait prises. La feuille de calcul calcule alors le profit que ce robot aurait réalisé. Ce chiffre devient son score parfait. Et il compare son résultat à lui avec ce score.
Exactement. Et le résultat est? Assez humiliant, j'imagine. C'est le but. Il dit que sa performance réelle, c'est généralement autour de 25 à 30% de celle du trader parfait. Il utilise même des termes comme « je suis un trader poubelle » par rapport à cet idéal. C'est un antidote surpuissant à l'ego. Carrément. Peu importe qui ait gagné 500 000 $ dans la journée, s'il voit que le robot en aurait gagné 2 millions, son sentiment, c'est pas la fierté. C'est la prise de conscience de son imperfection. Voilà. Ça le force à rester humble et à se concentrer sur l'exécution, pas sur le montant des gains. Mais c'est pas incroyablement démoralisant de se comparer sans cesse à un robot parfait? C'est là toute la subtilité. Ça change complètement sa définition du succès. Pour lui, le succès, c'est plus mesuré en dollars. C'est mesuré en pourcentage d'exécution par rapport au plan. Exactement. Une journée où il perd de l'argent, mais où il a parfaitement suivi ses règles, c'est une bonne journée. Et à l'inverse? Une journée où il gagne de l'argent, par chance, en violant une de ses règles, c'est une mauvaise journée. Il va même jusqu'à dire que l'argent gagné par chance est un argent sale, destiné à être perdu plus tard. Parce qu'il renforce les mauvais comportements. Il le retire de son analyse de performance. C'est une redéfinition complète de la victoire et de la défaite. Il accepte les pertes qui font partie du système, mais il traque, sans pitié, celles qui viennent de l'émotion. C'est ça. Il a créé un cadre de référence externe, objectif, pour juger sa propre performance. Alors, si on rassemble toutes les pièces, que retenir de tout ça? On voit un système complet, une véritable architecture mentale. Construite pour identifier et contrer nos biais les plus destructeurs. L'avidité, la peur, l'ego, l'excès de confiance. C'est un mélange de discipline quasi militaire, d'analyse statistique et d'une conscience aiguë de sa propre faillibilité. Tout à fait. Il a bâti une forteresse autour de ses propres faiblesses. Il ne cherche pas à être plus intelligent que le marché. Il cherche à être moins stupide que sa propre nature humaine. C'est ça. Chaque règle, chaque procédure, c'est une brique de cette forteresse. Retirer 80% des gains, réduire la taille des positions après une perte, se comparer au robot parfait. Tout sert le même objectif. Empêcher son cerveau reptilien de prendre les commandes. Et c'est une leçon qui dépasse largement le monde du trading finalement. Absolument. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite, une question à méditer. L'approche de Dux suggère que le succès exceptionnel, que ce soit en trading, en entrepreneuriat ou même dans le sport, ne dépend peut-être pas tant d'acquérir des forces surhumaines que de maîtriser ses propres faiblesses. La vraie compétence, ce serait pas d'avoir des éclairs de génie, mais de construire des systèmes qui nous empêchent de céder à nos pires impulsions. La question n'est donc peut-être pas « comment puis-je être le meilleur ?» mais plutôt « comment puis-je, de manière systématique et infaillible, m'empêcher d'être le pire de moi-même »